Bonjour, bienvenue dans le 12 minutes de TV5 Monde. La France lèvera progressivement son confinement le 11 mai. L'annonce a été confirmée par le Premier ministre Édouard Philippe ce jeudi. La bonne nouvelle, c'est que nous sommes en mesure de valider le déconfinement sur l'ensemble du territoire métropolitain. La moins bonne nouvelle, c'est que certains départements ont des résultats moins bons qu'espérés. Le virus continue de circuler activement dans 4 régions, dont l'Île-de-France plus Mayotte. Le département d'Outre-mer ne sera pas déconfiné. Les collèges dans les zones rouges ne rouvriront pas leurs portes. Les déplacements de plus de 100 km devront être accompagnés d'une attestation. Les frontières restent fermées jusqu'à nouvel ordre. Le ministre de la Santé a précisé que le pays est prêt à tester massivement la population. En Allemagne, Angela Merkel déconfine rapidement et à contre-cœur. La chancelière allemande souhaitait un déconfinement graduel, mais sous la pression des Länder, elle a dû lâcher du lest et signer un accord pour la réouverture de tous les commerces et de toutes les écoles en mai. Le championnat de football allemand retrouvera également les terrains. Le pays recense un peu plus de 7000 décès depuis le début de la pandémie. Plusieurs heures après l'explosion d'une usine de polystyrène à Visakhapatnam dans le sud de l'Inde, une fumée blanche était encore visible. Les hôpitaux sont débordés. Le bilan de la fuite de gaz, 11 morts, n'est certainement pas définitif. L'image terrible de ces corps sur une route laisse présager un décompte macabre plus dramatique encore. Comme c'est l'été, nous avons dormi avec les fenêtres ouvertes. Et nous nous sommes réveillés dans ce brouillard. Toute la zone était couverte avec cette sorte de brume chimique. Cela nous brûlait. Les gens s'évanouissaient quand ils marchaient. Même les enfants et les personnes âgées perdaient connaissance. Mes parents se sont évanouis. Cette fuite de gaz citrène a provoqué un véritable chaos dans la ville. Des centaines de personnes suffocant, s'évanouissant, une confusion totale. Les maisons dans un large périmètre ont été évacuées. L'origine de cette fuite pourrait être en lien avec la pandémie du coronavirus. Après des jours de fermeture en raison du confinement, c'est au moment de la reprise d'activité de cette usine, appartenant au groupe coréen LG, qu'une réaction chimique s'est produite. Immanquablement, même si les causes ne sont pas les mêmes, pour l'Inde, le spectre de la catastrophe de l'usine Union Carbide à Bhopal réapparaît. Dans la nuit du 2 au 3 décembre 1984, l'explosion d'une cuve chimique provoquait la fuite d'un gaz mortel et la mort de 3500 personnes en quelques jours. Image aujourd'hui, quelques heures après cette catastrophe de Visakhapatnam, du Premier ministre indien Narendra Modi, entouré de ses ministres de la Défense et de l'Intérieur. Un tweet en guise de déclaration. La situation est sous contrôle. Des prières pour les victimes. En bref, Israël se prépare à la formation d'un gouvernement d'union nationale. Le Parlement a donné son feu vert au duo Benyamin Netanyahou et Benny Gantz. Les deux ex-rivaux doivent présider aux destinées du pays. Prestation de serment prévue le 13 mai pour mettre fin à la plus longue crise politique de l'histoire moderne du pays. Air France KLM dans un trou d'air. La compagnie aérienne annonce une perte nette de près de 2 milliards d'euros au premier trimestre à cause de la pandémie de coronavirus. Selon la direction, la situation ne devrait pas s'améliorer dans les prochains mois. Une réduction des effectifs est évoquée. La crise sanitaire touche tous les secteurs de l'économie mondiale, notamment les groupes pétroliers. Malgré la pandémie de Covid-19, le pétrole coule encore à flot. Mais avec l'économie mondiale à l'arrêt et des transports au ralenti, des milliards de litres de brut s'accumulent dans ces cuves en acier. Impossible de savoir précisément combien cette information est gardée secrète. Elle est capable de faire basculer les marchés financiers. Comme le 20 avril dernier, lorsque le baril de brut américain est passé pour la première fois en négatif. Mais c'est pourtant précisément ce que cherche à savoir Dale Parrish avec son drone. Grâce à l'imagerie thermique, il peut voir à travers les... Nous photographions tous ces réservoirs 4 fois par semaine pour que nos clients analysent les données. Au cours de la dernière année, ils sont restés particulièrement vides. Et maintenant, nous commençons à les voir remplis à 80-85% au moins.
La ville de Cushing, c'est le carrefour mondial des oléoducs. La quasi-totalité du pétrole du continent américain transite ici dans près de 400 réservoirs pour une capacité de 12 milliards de litres de brut. Mais dans le secteur du pétrole, des cuves pleines, c'est une catastrophe, car cela veut dire que le carburant ne circule plus et dans ce cas-là, les prix s'effondrent et tout le secteur pétrolier avec. Les prix faibles provoquent un effet domino au sein de la communauté. Il y a beaucoup de gens qui travaillent dans l'industrie de la production pétrolière et l'impact financier pour les gens est énorme. Partout dans le monde, les capacités de stockage sont à quasi-saturation et pourraient provoquer un nouveau plongeon du cours du pétrole. À Cushing, on construit de nouveaux réservoirs qui devraient pouvoir stocker encore quelques mois de production d'or noir. 2 jours après l'appel de Donald Trump à un retour au travail, la commission santé de la Chambre des représentants a auditionné les experts à propos d'un déconfinement. L'un d'eux a appelé à la plus grande prudence. Je pense qu'il y a un équilibre. On a besoin de rouvrir pour pouvoir reprendre des soins médicaux importants. On a besoin de rouvrir pour notre économie. Mais on doit le faire de façon prudente, sans risquer une explosion de cas qui nous renverrait chez nous. Les États-Unis qui comptent plus de 73 000 morts du coronavirus. Les autorités américaines viennent de valider l'utilisation d'un test sérologique suisse sur leur territoire. C'est une première mondiale. Le régulateur des médicaments aux États-Unis autorise le test sérologique de l'entreprise Roche. Il permet de déterminer si une personne a été exposée au virus du Covid-19 et a développé des anticorps avec un taux de fiabilité, semble-t-il, inégalé de 99,8%. Lorsque nous avons présenté nos résultats au premier laboratoire la semaine dernière, ceux-ci ont été enthousiastes. On peut désormais déterminer de manière fiable si une personne a été infectée ou non par le Covid-19. Pour l'épidémiologiste Marcel Tanner, qui conseille les autorités suisses dans la lutte contre le Covid-19, ce test représente une percée importante qui permettra d'observer la diffusion du virus dans la population et de décider des mesures sanitaires appropriées à prendre. Il faut avant tout tester les groupes de population décisifs, les résidents de maisons de retraite, les écoliers et les travailleurs, afin d'observer le degré d'infection et voir comment il évolue avec le déconfinement. L'autorisation du régulateur américain permet une utilisation mondiale de ce test et Roche se dit prêt à en fournir plusieurs centaines de millions d'ici à la fin de l'année, mais il ne sera certainement pas le seul sur le marché d'ici là. Les tests, comme le virus, ne peuvent pas être brevetés. Entre concurrents, on regarde ce que chacun fait et on apprend les uns des autres. Ainsi, les tests s'améliorent constamment par apprentissage mutuel. Un premier test fiable est donc disponible pour savoir qui a été touché ou non par le virus responsable du Covid-19. La prochaine étape sera de déterminer, dans le cas où des anticorps sont apparus, jusqu'à quel point ils permettent d'être immunisés. Quand les festivals sont annulés et que les salles de spectacle sont fermées, coronavirus oblige, quoi de mieux qu'aller chercher les spectateurs là où ils sont. Confinez! Confinez! Éteignez vos télés et montrez-moi vos têtes! À Bordeaux, des comédiens se lancent. Mon Jules, mon soleil, mon sac à mer veille. 5 semaines enfermé, tu m'as fait de la place dans ton appartement et dans ton cœur. Je t'aime! J'ai trouvé ça limpide, génial. Je suis c'est exactement ce qu'il faut faire en ce moment. Parce que à cause du confinement, on peut pas, à cause des gestes barrières, etc., on ne peut pas vraiment faire de spectacle. Et c'est la façon la plus maligne et la plus agile d'arriver à habiter l'espace public en ce moment. 4 compagnies à Bordeaux, les crieurs marchent par 2 et lisent des messages envoyés par les Bordelais. Petite annonce anonyme. Homme avec papier hygiénique cherche femme avec gel hydroalcoolique pour quarantaine sérieuse. Alors c'est un projet global de la ville de Bordeaux qui s'appelle Gardons le lien avec la culture, parce que le numérique c'est bien, mais on reste enfermé chez soi, on n'arrive pas beaucoup à échanger, donc on a essayé de mettre en place des dispositifs qui permettent de rééchanger, de réengager l'humain. J'adore, tu es en vert comme ça, eh bien j'adore, c'est la même couleur de mes yeux. Donc l'idée de ce dispositif aussi c'était de continuer à garder le lien avec les artistes, et c'est aussi un moyen d'expérimenter des projets nouveaux, de regarder comment est-ce qu'on va pouvoir toucher les publics différemment. Car à Bordeaux, comme partout ailleurs en France et dans le monde, des centaines de milliers d'artistes et de techniciens du spectacle sont rattrapés par la réalité économique. Comment survivre d'ici à la réouverture des salles, qui n'est pas prévue avant plusieurs mois?
Le monde de la musique électronique est en deuil. Florian Schneider est décédé à l'âge de 73 ans. Il était le cofondateur du groupe allemand Kraftwerk, groupe pionnier de ce genre musical dans les années 70-80. Il laisse des succès mondiaux comme Autobahn ou Radioactivität. Bonjour, c'est Octave Noir. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous dans votre confinement, dans vos confinements respectifs, que vous soyez en appartement. Moi, je suis en appartement à Paris, ou en maison, ou je ne sais où. Voilà, je voulais partager avec vous quelques idées d'occupation culturelle. Ce livre qu'on m'avait offert à Noël, c'est sur la vie de Thomas Pesquet. Et j'ai découvert que c'était vraiment drôle, c'est très savoureux. Il y a beaucoup d'anecdotes. C'est sur son envie en fait de devenir astronaute depuis qu'il est enfant, comment il y est parvenu. Au niveau musical, alors j'ai aussi ressorti des antiquités. Alors c'est Étienne Chicot qui est avant tout connu comme acteur, mais il a aussi fait cet album qui raconte son amour pour l'Afrique, puisqu'il a grandi en Afrique, et notamment la Côte d'Ivoire, et j'ai ce point commun avec lui, c'est que moi je suis né en Côte d'Ivoire et j'ai gardé une espèce de nostalgie. Voilà, Étienne Chicot avec Mami Wata. Laurie Anderson, grande musicienne aussi, que j'aime beaucoup, Big Science, qui est fondateur pour moi. Dépêche Mode, évidemment, superbe album. Higelin 82, qui est un autre album fondateur que j'aime beaucoup, vraiment, je ne saurais expliquer pourquoi, il est très, très frais. Et Kraftwerk, voilà, musique électronique, froideur, ce qui change avec la plage qui est derrière moi, où le confinement n'est pas très respecté. C'était si prophétique. Ces rayons jaune pantone. Le soleil